Bonjour Monsieur Mamadou Ouedraogo. Oui, bonjour Monsieur Semeni. Vous êtes coordonnateur national de l'Association pour l'éducation et l'environnement en cycle A2E. Alors, quelles sont les prérogatives de cette association? Très bien, merci pour cet ainsi honneur. Et l'Association pour l'éducation et l'environnement, comme vous l'avez si bien dit, c'est une association, j'allais dire philanthropique, qui est basée au Burkina Faso, une structure à caractère national, mais qui intervient principalement dans les domaines de l'éducation, de l'environnement, de la santé. C'est une structure qui a été créée en 2008 et actuellement nous travaillons beaucoup plus, nous mettons l'accent sur le volet environnement, changement climatique, parce que nous sommes un pays sahélien confronté à pas mal de problèmes liés au changement climatique. Et c'est ainsi que notre organisation, qui regroupe 275 membres actifs, et travaille aux côtés donc des populations locales pour un développement humain durable. Justement, en parlant de l'éducation, les impacts liés au changement climatique touchent suffisamment les États comme le Burkina Faso à l'échelle nationale. Alors, comment est-ce que vous évaluez justement l'action en termes de sensibilisation? Ok, merci bien. Effectivement, en termes d'impact sur que notre pays vit en lien avec le changement climatique, il y a une étude donc, du GIEC qui classe notre pays 14e pays au monde le plus impacté. Et cela s'est affirmé parce que cette année, par exemple, sur l'ensemble du pays, nous avons eu une très faible pluviométrie, et ce qui a engendré, j'allais dire, de très faibles récoltes par endroit. Et dans certaines localités, les populations, comme au nord et au Sahel, les populations n'ont même pas récolté. Donc, effectivement, il y a ces problèmes qui touchent non seulement les agriculteurs, les éleveurs et l'ensemble de la population qui est d'une façon ou d'une autre impactée par ces effets néfastes du changement climatique. Alors, face à ces situations, les organisations de la société civile comme l'Association pour l'éducation et l'environnement développent des initiatives en lien avec la restauration des terres dégradées. Et pour ceux qui ne le savent pas, notre pays, surtout dans sa partie nord, est une partie très désertique où même en saison hivernale, il y a des espaces où rien ne pousse, même pas d'herbe. Et du coup, les populations qui sont obligées de rester dans leur terroir parce que n'ayant pas où aller, sont obligées de s'adapter. Et dans ces adaptations, nous développons des initiatives, des technologies qui leur permettent de produire et pour pouvoir vivre. Donc c'est là que nous développons par exemple les cordons pierreux. Nous développons des techniques comme le ZAI, qui est une appellation locale et qui est une invention du prix Nobel alternatif Yacoubé Savadogo, et qui fait vraiment honneur au pays parce que plusieurs pays sahéliens ont adopté cette technologie. Il y a des technologies comme les demi-lunes, comme l'amendement des sols, comme j'allais dire à travers l'amendement des sols, à travers donc le compostage. Et il y a bien d'autres technologies que nous utilisons pour pouvoir amener ces populations à produire et à pouvoir subvenir un tant soit peu à leurs besoins quotidiens. Également, du côté de l'élevage, il y a la culture fourragère, parce que, comme je le disais tantôt, il manque l'herbe même pour les animaux. Donc, il faut des techniques pour cultiver le fourrage et pour que les animaux puissent brouter. Donc, du coup, à tous les niveaux, il faut être très résilient et nous renforçons les capacités donc, de ces populations, mais nous intervenons aussi au haut niveau, du côté des décideurs, pour qu'il y ait une revue des politiques
liées à l'environnement et pour également que les projets, programmes politiques de développement puissent avoir vraiment un regard sur le volet environnement pour éviter de polluer davantage cet environnement-là. Donc c'est un peu ce que je peux dire en lien avec votre question. Et comment est-ce que justement on parvient à conscientiser une population suffisamment préoccupée par les questions justement de pauvreté, préoccupée par les questions de manque de ressources, à pouvoir justement changer de comportement face aux interactions de la nature? Ok, vous savez que le phénomène du changement climatique, on dit que c'est essentiellement dû à l'action de l'homme. L'action de l'homme à hauteur de 85%, parce qu'il y a des phénomènes naturels, même si l'homme n'agissait pas, et le changement pourrait intervenir dans l'environnement. Ça, c'est l'évolution même de la nature, la nature n'étant pas statique. Mais ces changements que nous vivons au Sahel aujourd'hui nous ont été imposés. Ce n'est pas les Sahéliens qui ont conduit à cette dévastation du Sahel. C'est beaucoup plus les pollutions, les gaz à effet de serre qui nous ont amenés dans cette situation-là. Et effectivement, on pourrait tenter de se demander mais pourquoi les gens ne quittent pas. Les gens, tout le monde ne peut pas quitter. Et il y a le phénomène migratoire, certes, et qui n'est pas à négliger, parce que quand vous regardez le phénomène migratoire, les Sahéliens sont les plus nombreux, parce que leur terroir n'est plus viable. L'Eldorado, les gens pensent que c'est ailleurs. Et ceux qui sont là juste pour la survie. Et ceux qui sont là, nous sommes obligés de rester avec eux, de travailler avec eux, de renforcer leurs capacités. Mais nous avons une oreille attentive parce que de toutes les façons, il y a l'évidence qui est là. L'évidence parce que si tu ne suis pas les technologies que nous enseignons, il va sans dire que tu ne vas rien récolter. Et par rapport au reboisement que aux actions de déforestation que nous faisons chaque année, les gens participent parce qu'ils ont compris effectivement que sans l'arbre, il n'y aura pas de vie. Sans la nature, il n'y aura pas de vie. Donc, du coup, ayant perdu l'écosystème, ayant perdu, vous allez dire, leurs moyens de subsistance, les gens participent aux activités, ils contribuent et ils s'engagent vraiment à inverser la tendance. Mais avec l'effet de serre, nos actions sont souvent, vous allez dire, réduites à leur juste proportion, parce que la pollution de l'air continue et c'est, vous allez dire, les grandes puissances qui sont à l'origine. Imaginez un temps soit peu une maison prenne feu et que vous venez avec un verre d'eau pour éteindre cet incendie, alors qu'il y a quelqu'un qui essaie d'attiser ce feu. Alors si la personne ne cesse pas d'attiser, et si vos moyens ne vous permettent pas véritablement d'étouffer ce feu, cet incendie en un temps record, beaucoup de choses peuvent être consumées. C'est dire que nous avons les bras fragiles, nous n'avons pas assez de force, nous n'avons pas assez de moyens, mais nous avons le courage, nous sommes résilients, nous voulons bien changer les choses. Mais il faudrait que nos efforts ne soient pas vains par l'action des autres. Donc il faudrait qu'il y ait une synergie parce que nous sommes sur une même planète et si ça explose, tout le monde périra. Donc ce n'est pas le souhait. Il va falloir que nous soyons encouragés dans ce que nous faisons à travers donc l'arrêt des émissions de gaz à effet de serre et en allant vers des énergies propres et aussi des emplois verts et bien d'autres choses que nous pourrons vraiment dans une synergie amener la nature à nous redonner le sourire. Vous entendre, on dirait que il est plus ou moins aisé de mener ce combat dans cet environnement plus ou moins assez hostile. Comment est-ce que justement on parvient à être juste au plus près et à l'écoute de ces populations
quand je peux imaginer un peu la difficulté Oui. la société civile ou bien des acteurs qui se sont engagés dans le domaine de la préservation de l'environnement peuvent avoir en termes d'action de terrain. Tout à fait. Effectivement, nous rencontrons d'énormes difficultés. D'énormes difficultés pour non seulement réaliser nos activités parce que les moyens sont très limités, mais comme je vous l'avais souligné, le phénomène est là. Le constat est clair. Il y a des récits de personnes âgées qui vous disent, par exemple, comment était la nature quand ils étaient encore jeunes. Et en moins de 50 ans, la différence est très nette. Donc, ce sont ces évidences-là qui nous amènent à mobiliser facilement ces populations vers des actions qui vont nous permettre d'inverser les tendances. Effectivement, c'est tout de même difficile, mais les gens cherchent des solutions. Eux-mêmes, ils sont confrontés à ces problèmes-là. Il y en a qui ne comprennent pas que c'est l'effet du changement climatique. Il y en a qui, c'est au détour de nos activités qu'ils comprennent ce qui les arrive. Il y en a qui ne savent pas vraiment comment cela est intervenu. Et du coup, il y en a qui ne savent peut-être pas que le cycle, par exemple, de l'eau, voilà, l'arbre, la forêt contribue massivement au cycle de l'eau et la pluviométrie. Donc, du coup, avec ces sensibilisations, nous sommes en train de conscientiser ces peuples et ce sont des gens qui sont vraiment engagés parce que 80% de la population de notre pays vit de l'agriculture. Et quand on vit de l'agriculture et qu'on a ces moyens de subsistance qui, de jour en jour, s'amenuisent du moins, il va sans dire que vous-même, vous êtes à la recherche de solutions. Et si quelqu'un vient pour vous proposer des technologies, des solutions, vous serez enclin à accepter. Mais j'avoue que ce n'est pas chose aisée. Et notre force, c'est notre proximité avec ces peuples. Si nous n'étions pas à leur côté, si nous n'étions pas proches d'eux, géographiquement parlant, avec une couverture nationale, on ne serait pas à mesure véritablement de faire un grand travail. Mais je pense qu'ensemble, avec ce réveil que le monde connaît, je pense que la main dans la main, nous pourrons amener ces populations à non seulement rester chez eux, mais également à pouvoir vivre de façon digne en produisant et en se nourrissant des fruits donc, de leur production. Comment est-ce qu'on perçoit justement la gravité des impacts du changement climatique sur les communautés, avec surtout en rapport avec l'agriculture? Vous avez tantôt dit que 80% de la population vit de l'agriculture dans le monde sahélien. C'est ça. Et ainsi que, alors, quelles sont les perceptions que vous avez de ces impacts? Ok. Côté impact du changement climatique, j'ai envie de dire que tout ce qu'on peut imaginer sur les conséquences du changement climatique est observable dans mon pays et de façon générale au Sahel. Et tenez-vous bien que les ISOET, ça c'est un peu technique, qui étaient dans les années 93, carrément à l'extrême nord de notre pays, aujourd'hui se sont déplacés vers la partie sud. C'est-à-dire que la partie désertique en son temps était beaucoup plus confinée vers le grand nord, l'extrême nord donc de notre pays. C'est-à-dire que c'était une petite portion. Mais de nos jours, pratiquement tout le territoire national fait partie donc de cette partie extrêmement aride. C'est dire donc qu'il y a non seulement les sécheresses, parce que en termes de pluviométrie, nous recevons très peu de pluie et la répartition géospatiale de ces pluies ne sont pas satisfaisantes, compte tenu du fait qu'il y a des poches de sécheresse et il y a des fois des inondations. Et imaginez une seule pluie qui vous donne
plus de 100 millimètres. Et alors que si cela avait été réparti équitablement dans le temps, ça pouvait vous permettre, avec certainement les autres pluies, vous permettre d'avoir une bonne récolte. Donc du coup, une grosse pluie vient, ça dévaste tout, ça détruit les maisons, ça emporte les animaux et tout, tous les biens. Et après, c'est la sécheresse qui suit. Est-ce que vous voyez? Donc du coup, nous avons ces calamités naturelles comme comment on appelle ça, les vents violents et les hautes températures. Et nous connaissons également les attaques acridiennes et des insectes qui souvent viennent à des moments de récolte, avant les récoltes, avant la maturité donc des produits. Et ces insectes envahisseurs qui viennent, qui dévastent tout. Et le Sahel est vraiment vit ça au quotidien pratiquement chaque année. Et nous avons pas mal de problèmes liés au développement de certaines maladies dus donc au changement climatique. Il y a vraiment la pauvreté parce que du coup, dans ce contexte, les gens ne produisent pas. Il n'y a pas en fait assez d'opportunités pour subvenir à ces besoins. Et du coup, il y a des problèmes d'inégalité qui se posent. Et il y a des problèmes donc de vulnérabilité qui s'accentuent. Il y a les problèmes de scolarisation, problèmes de santé qui se posent. Et véritablement, tout est prioritaire. Et c'est pourquoi, d'une façon ou d'une autre, les crises sociopolitiques que vit le Sahel trouvent son fondement. Donc c'est pour dire que les gouvernants n'arrivent même plus à solutionner ce problème. Et je voudrais ici saluer l'action des organisations de la société civile, surtout des ONG humanitaires qui viennent aux côtés donc de ces populations. Sans l'action de ces organisations de la société civile, des organisations non gouvernementales, j'avoue que aucun gouvernement ne peut faire 2 mois dans nos États. Parce que la pression est si forte au niveau de la population, les besoins sont si forts que le gouvernement ne peut rien faire pour combler ces vides-là. Donc c'est pour dire que tout ce qu'on peut voir comme vent violent, comme inondation, comme sécheresse, comme attaque acridienne, comme haute température, et même souvent des basses températures, nous, quelquefois, nous pouvons constater au niveau de ces régions-là. En fait, tout est extrême et tout est difficile à supporter et il faut être résilient. Certes, il y a des efforts qui sont fournis, mais le gap est encore grand. Il faut que nous mettons la main dans la main pour pouvoir travailler à solutionner pas mal de problèmes. Sur le plan coucheté, sur le plan africain justement, il y a également d'autres régions du continent qui vivent également des problèmes similaires. Alors comment est-ce que vous mutualisez justement en termes d'expérience les efforts? Effectivement, le Sahel n'est pas le seul, mon pays n'est pas le seul, le Burkina Faso, à vivre donc les effets néfastes du changement climatique. Et c'est pratiquement toute l'Afrique. Et toute l'Afrique, mais à des degrés différents. Mais l'Afrique qui pollue en termes de pollution de gaz à effet de serre qui ne représente que 4%, alors que les conséquences sont beaucoup plus en Afrique. Et il va sans dire que dans ce contexte, il est nécessaire d'aller dans une synergie, dans une fédération des efforts pour pouvoir lutter contre cette injustice climatique-là. Et c'est là que nous avons trouvé intérêt à faire partie donc de cette grande, j'allais dire de ce méga, regroupement et des organisations qui interviennent donc dans la protection, la défense donc de l'environnement, qui s'appelle l'Alliance panafricaine pour la justice climatique PADJA. Et c'est une structure continentale qui regroupe pratiquement tous les pays de l'Afrique. Et nous sommes joints aux efforts donc, de cette structure pour non seulement partager l'expérience de nos pays, mais également recevoir les expériences d'autres pays et ensemble contribuer à travers donc, le plaidoyer, l'interpellation
à ce que les décideurs puissent ensemble vraiment voir le cas de l'Afrique, voir le cas du climat et exiger qu'il y ait une justice climatique pour l'Afrique. Donc c'est un peu l'action que nous faisons aux plans africains et nous pensons que cela va porter fruit parce que depuis notre adhésion à PADJA, nous ne cessons de mobiliser autour de nous pour que la structure soit encore plus forte, la structure soit encore aux côtés donc de ces populations africaines et en définitive, PADJA c'est la structure qui porte la voix des communautés locales au niveau de l'Afrique, auprès donc des décideurs, que ce soit au niveau local, régional, au plan africain, qu'au plan mondial. C'est pourquoi il y a par exemple la participation aux différentes COP où la voix des Africains est portée par cette grande organisation qui est une fêtière donc des associations ONG qui interviennent donc pour la justice climatique. Merci, M. Ouedraogo. C'est à moi de vous remercier et je souhaite surtout bon vent à votre organe. Et je voudrais également, par cette entremise, prier pour la paix, la stabilité en Afrique, particulièrement au Sahel, et également prier pour qu'il y ait plus de solidarité entre non seulement Africains, mais également entre voisins du village, parce que le monde est un village planétaire. Où que tu sois, tu peux contribuer à ce que la situation des autres s'améliore et nous sommes disposés véritablement à participer, à constituer un jaune de tampon entre ceux qui veulent aider et ceux qui demandent l'aide. Donc nous sommes très heureux et nous souhaitons vraiment bon vent à votre organe, que Dieu facilite tout pour nous. Inch'Allah, merci.